Dimanche 5. Nous nous trouvions à peu près tous réunis auprès de l'empereur dans le jardin. Ceux de la vie se plaignaient fort de la manière dont il était, ainsi que de vexations toujours renouvelées dont il était l'objet. L'empereur, qui depuis près de 15 jours avait vainement établi le système de ne rien traiter sur cet article, qui par écrit comme la manière la plus digne, la plus convenable et la plus propre à amener le résultat, qui avait même arrêté une note de ce sujet, laquelle avait dû être émise depuis longtemps, et ne l'avait jamais été. Il revint plusieurs fois sous différentes formes, et quelques-unes assez piquantes. Tous les raisonnements et toutes les observations indirectes s'appliquaient au grand maréchal. Celui-ci finit par s'en fâcher, car que ne grisons point les infortunés. Il s'exprime très vivement. Sa femme, très voisine de la porte, désespérant de neutraliser l'orage, s'esquive. J'ai pu observer alors combien toutes les impressions que pouvait créer cette circonstance se succédaient avec rapidité chez l'empereur. La raison, la logique, on pourrait même dire les sentiments, domineront toujours. Que vous n'ayez point remis cette lettre si vous la croyez nuisible, disait-il. C'est un devoir d'amitié que vous me portez, mais cela demandait-il un retard de plus de 24 heures. Voilà 5 jours que vous ne m'en parlez pas. Si ce plan était jugé mauvais, si la rédaction en avait été défectueuse, pourquoi ne pas me le dire? Je vous aurais réunis tous pour la discuter avec moi. Nous demeurions tous arrêtés près du berceau à l'extrémité de l'allée, que l'empereur parcourait seul devant nous, allant et venant. Dans un des moments où l'empereur était le plus éloigné, le grand maréchal me dit: j'ai craint de m'être exprimé inconvenablement et j'en suis bien fâché. Nous allons vous laisser avec l'empereur, lui dis-je. Vous le lui aurez bientôt fait oublier dès que vous serez seul. Et j'entraînais hors du jardin tout ce qui était là, effectivement. Le soir, l'empereur, causant avec moi de sa matinée, disait: c'était après nous être raccommodés avec le grand maréchal, c'était avant la carade du grand maréchal et autre chose pareille, que prouvions tout à fait que cette circonstance n'avait rien laissé sur son cœur. Lundi 6. L'empereur a été souffrant et a travaillé beaucoup dans sa chambre. Il m'a dicté les portraits des généraux de l'armée d'Italie, Massena, Uguero, Serrurier. Massena d'un rare courage et d'une ténacité si remarquable, dont le talent croisé par l'excès du péril, que vaincu était toujours prêt à recommencer comme s'il eût été vainqueur. Uguero, qui tout au rebours était fatigué et comme découragé par les victoires même, il en avait toujours assez. Ses manières, ses paroles lui donnaient l'air d'un bravache, ce qu'il était bien loin d'être. Du reste, dit la narration qu'une fois il se trouva gorgé d'honneur et de richesses, desquelles, d'ailleurs, il s'agissait de toutes mains et de toutes manières. Serrurier, qui avait conservé toutes les formes et la sévérité d'un ancien major d'infanterie, honnête homme, probe, sûr, mais général malheureux, on trouvera le développement
de tout cela aux campagnes d'Italie. Dans divers objets de la conversation du jour, je note que l'empereur disait sur les armées des anciens et se demandait si l'on devait croire aux grandes armées dont il est question dans l'histoire. Il pensait que la plus grande partie des citations étaient fausses et ridicules. Ainsi, il ne croyait pas aux innombrables armées des Carthaginois en Sicile. Tant des troupes, observait-il, vous ont été inutiles dans une aussi petite entreprise. Et si Carthage peut en réunir autant, on en vu davantage dans l'expédition d'Hannibal, qui était d'une bien autre importance et qui pourtant n'avait pas au-delà des 40 ou 50 000 hommes. Ainsi, il ne croyait point aux millions d'hommes de Darius et de Xerxes qui ont couvert toute la Grèce. Elles se seraient sans doute subdivisées en une multitude d'armées partielles. Il doutait même de toute cette partie brillante de l'histoire de la Grèce. Il ne voyait tant les résultats de cette fameuse guerre persique que de ses actions indécises où chacun s'attribue la victoire. Xerxes s'en retourne triomphant d'avoir pris, voulu détruire Athènes et les Grecs exalteront leur victoire de n'avoir pas succombé à Salamine. Quant aux détails pompeux des victoires des Grecs et des défaites de leurs innombrables ennemis qu'on n'oublie pas, observez l'empereur que ce sont les Grecs, qu'ils disons qu'il était en vain hyperbolique et qu'aucune chronique des Perses n'a jamais été produite pour assurer notre jugement par un débat contradictoire. Mais l'empereur croyait à l'histoire romaine, sinon dans tous ses détails, du moins dans ses résultats, parce qu'ils étaient en défaite aussi patents que le soleil. Il croyait encore aux armées de Genghis Khan et de Tamerlane, quelque nombreuses qu'on les ait prétendues parce qu'ils traînaient à leur suite des peuples nomades entiers que se grossaient encore d'autres peuples dans leur route, et il ne serait pas impossible, disait l'empereur, que l'Europe finit un jour de cette manière. La révolution opérée par les Huns et dont on ignore la cause, parce que la trace son père dans le désert, peut se renouveler